merci pour votre présence. Je dois dire que dès l'été passé, puis on n'était pas encore arrivé au café ici, parce que oui, on va ouvrir un café, un vrai café indépendantiste. On était dans une espèce de building, là, bric-à-brac, un peu dans Hochelaga, qui n'avait aucun bon sens. J'étais quasiment gênée de les recevoir. Il faisait 35 dans le local. Sur des sofas, ouais. Non, mon Dieu, il fallait que je les amène quasiment dans le monte-charge, là, tu sais. Puis, mais on a tout de suite été charmés parce qu'on se regroupait autour d'une idée, c'est-à-dire que le mouvement indépendantiste est d'abord et avant tout un projet citoyen, libéré des fractures partisanes. Puis ça nous méritait aussi, ça nous donnait la possibilité d'explorer la question nationale à travers un axe différent. Puis ça, je pense que c'est vraiment ce qui nous a rejoints communément. Puis l'autre aspect aussi, c'est qu'il y a comme une transmission qui s'est faite de grands-parents à petits-enfants de la question de l'indépendance. Puis quand on regarde, passons la nouvelle génération, ils s'inspirent de quoi quand ils regardent les images d'archives? Bien, ils s'inspirent du travail des têtes blanches, finalement. Donc, il y a vraiment comme une idée commune à travers du monde comme Alex, par exemple, puis les têtes blanches, où est-ce qu'on a cette vision-là, justement, d'un projet enraciné dans la société québécoise, des travaux qui ont été faits à partir des années 60, aussi le référendum de 95-80. Donc, c'est vraiment pour nous... ça tombait de soi, en fait, qu'on crée le collectif Les Têtes Blanches, qui est vraiment un succès de mobilisation. Voilà, pour vous parler de Daniel, vous savez, au conseil d'administration Réseau-Québec, on a différentes organisations qui sont représentées. Daniel est vraiment un allié de Québec depuis plusieurs années, en ce moment comme représentant des intellectuels pour la souveraineté, mais aussi comme président de l'IRE, donc l'Institut de recherche sur l'autodétermination. Des peuples. Des peuples. Et des indépendances nationales. C'est long, hein? Oui. Mais c'est Pierre Cal qui a choisi ce nom-là. On n'osait pas y dire, tu sais. Donc, Daniel est vraiment un expert sur les questions internationales, de droit constitutionnel aussi, droit international, droit constitutionnel, député de Mercier de 2003-2008. Pour le Parti québécois. Puis le sujet qu'il va vous présenter aujourd'hui est vraiment important. Hélène l'a dit, mais c'est un argument qu'on entend souvent. Les 55 ans et plus, on voit qu'il y a de la variation dans les appuis à la souveraineté chez le groupe 55 ans et plus. Donc, ce travail-là de vulgarisation, décortiquer les questions qui touchent, puis c'est beaucoup ce qu'on essaie de faire au Québec, c'est ramener l'indépendance, qui est un projet structurel tellement gros, le ramener au plancher des vaches. Qu'est-ce que ça va signifier concrètement pour les gens? Comment ça va changer leur quotidien, la question de l'indépendance du Québec? Puis, espérons-le, comment ça va améliorer le quotidien des gens aussi? Parce que pour un changement structurel comme ça, les gens se disent, bien, un peu, je m'excuse pour le terme en anglais, mais what's in it for me, tu sais? Fait que, premièrement, rassurer, puis ensuite démontrer les bénéfices. Donc, très hâte d'entendre Daniel. Donc, je te cède de la parole. Bien, ben, merci beaucoup, Camille. Alors, moi, j'admire Camille Goyette-Gingras. Si vous l'aviez entendue au dernier congrès d'orientation du Parti québécois, où elle a prononcé une allocution le samedi, je pense, vous auriez vu dans la salle la même admiration que la mienne. Elle a du charisme. Ça représente une nouvelle génération qui croit autant que moi, que Jacques Parizeau, que René Lévesque et Pauline Marois et Lise Payette, des générations qui croient que le Québec doit devenir un pays. Et alors, merci Camille pour tout ton travail. Et puis, vraiment, là, les Oui Québec, là, c'est devenu une grande force de frappe pour le mouvement indépendantiste québécois. Et le fait notamment d'avoir ce café, je pense qu'on le doit beaucoup au Oui Québec. On est au siège du MNQ, je pense au siège de Oui Québec, même le Bloc québécois, je pense. Maintenant, à son siège ici, c'est un nouveau lieu de rassemblement des forces indépendantistes, comme il y a aussi la maison Ludger-Duvernay de la Société Saint-Jean-Baptiste de Montréal. Alors, c'est quand même pas mal. Puis moi, je faisais remarquer à beaucoup de personnes que, vous savez que dans d'autres pays en devenir, il y a des cafés comme ici. En Catalogne, au Pays Basque, en Galice, en Écosse, au Pays de Galles, en Irlande, souvent les partis politiques ou la société civile a des cafés comme ça. Nous, ça nous a pris un peu de temps à créer ce café. Il est là.
on va le fréquenter. En tout cas, moi, je compte bien le fréquenter. J'étais d'ailleurs là ce samedi, puisqu'on avait un événement, la journée IPSO, la journée des intellectuels pour la souveraineté. On a eu un petit table ronde sur la laïcité, puis on a présenté aussi un rapport, le deuxième rapport du groupe de réflexion sur le projet d'indépendance nationale du Québec, le GRAPPIN. On va le diffuser bientôt parce qu'on fait depuis 2 ans, c'est la deuxième année, une espèce d'état de situation du projet d'indépendance nationale. Puis, il s'en passe des choses, là. Il s'en passe des choses, autant pour les partis politiques là, qui, je pense, plus que jamais, ont décidé que l'indépendance, ça devait faire l'objet de débats, puis du projet, mais aussi de la société civile. Alors donc, je suis très content d'être de retour ici, puis je suis très content de cette belle invitation. Hélène Guy m'a lancé cette invitation en décembre dernier déjà. Je n'ai pas du tout hésité et j'ai voulu dire oui, étant très heureux d'ailleurs de l'existence des têtes blanches pour le oui. C'est quand même formidable que vous ayez eu l'idée de rassembler des têtes blanches. J'en suis une, hein, de toute évidence, là, maintenant, et donc je me sens bien à l'aise dans cette famille, nouvelle famille que vous avez créée. Alors, merci à vous tous et toutes, à l'équipe, de nous rassembler aujourd'hui. Puis, je pense que ce n'était pas une mauvaise idée de choisir comme sujet la sécurité, comme on a appelé ça, la sécurité juridique des pensions de vieillesse après l'indépendance du Québec. Alors donc, puis, je me suis mis au travail parce que moi, j'ai beaucoup travaillé sur la question de l'indépendance, mais davantage, par exemple, comme vous le savez peut-être, sur la question de ce que devrait être la Constitution d'un Québec souverain, mais aussi sur la nationalité qu'on devrait avoir lorsqu'on deviendrait un pays, notre nationalité québécoise, des questions plus techniques comme la succession du Québec au traité du Canada, comment le Québec deviendrait partie à des milliers de traités qui ont été conclus par le Canada et comment il serait admis à des organisations internationales comme l'ONU et d'autres organisations internationales. Alors, j'ai beaucoup travaillé sur ces questions-là. Je me suis intéressé à l'ensemble des questions qui sont relatives au processus d'accession à l'indépendance, le droit à l'autodétermination, les référendums, les élections référendaires, si vous voulez en parler aussi. Mais sur la question des pensions de vieillesse, je m'y suis juste intéressé en commentant un jour l'avant-projet de loi sur la souveraineté du Québec. Je ne sais pas si vous vous rappelez, après l'élection du gouvernement du Parti québécois de Jacques Parizeau, M. Parizeau avait déposé à l'Assemblée nationale ce qu'il avait présenté comme l'avant-projet de loi sur la souveraineté du Québec. Je ne sais pas si vous vous rappelez, il y avait une grande page blanche, puis on était supposé collectivement d'écrire le préambule. Ce qu'on a fait d'ailleurs, collectivement, puis il y avait eu ce bel événement au Grand Théâtre de Québec, là où M. Parizeau avait vu, comment elle s'appelle, la grande écrivaine, la Marie Laberge, Gilles Vigneault, mon collègue le constitutionnaliste Henri Brun, lire le préambule. Puis, le reste de ce qui était devenu le projet de loi numéro 1 sur l'avenir du Québec, qui succédait à l'avant-projet de loi sur la souveraineté. Alors donc, je vais vous parler un peu de ça parce qu'on avait affirmé des choses très concrètes sur cette sécurité des pensions de vieillesse dans le futur Québec souverain si on votait oui le 30 octobre 1995. Alors, je me suis intéressé, j'ai fait un livre, d'ailleurs, où je commentais article par article, y compris les articles 10 et 11 dont je vais vous parler, qui portent sur la question de la continuité des lois, puis le paiement des prestations de sécurité de vieillesse. Mais je me suis dit que je reviendrais quand même un peu en arrière, là. Puis, puisque certains d'entre vous étaient là en 1980, ou entre 76 et 80, ou en 65, ou en 61, vous savez que c'était, et ça pourrait être encore, cette arme
qu'utiliseraient les adversaires pour la souveraineté. Ils l'ont fait, puis il faut s'attendre à ce qu'ils le fassent encore, parce qu'ils doivent encore penser qu'il y a des gens qui vont voter non parce qu'on va leur dire qu'ils n'en auront plus ou ils en auront moins, ou que ça va être compliqué, puis on ne négociera pas. Alors donc, je me suis dit, reculons quand même dans le temps. Peut-être qu'il y a des gens qui pourront nous ramener à 61 ou à 65. Moi, j'avais juste 10 ans en 65, là. Mais je voulais quand même nous ramener à... Attendez... Peut-être, Alexandre, je vais déjà avoir besoin de ton aide pour faire avancer les trucs. Hein? Je ne sais pas si... OK, oui, parce que c'est ça, la souris a volé. Ah, bon. C'est tellement merveilleux quand ça marche, ça. Tiens, bon, on va prendre la flèche. On va prendre la flèche. Alors, d'ailleurs, j'ai préparé un texte, je crois, qui a besoin d'être corrigé. Il y a quelques petites coquilles, là, mais je vais vous le distribuer. Je vais vous assurer qu'il circule, puis vous pourrez... Il y a des liens. J'ai fait des liens hypertextes, là, des documents, là. Et je crois comprendre que c'est aussi enregistré, puis que ce sera sur la toile. Mais... comme je le suggère, ça a été quelque chose qui a été cette menace qu'on n'ait pas de prestations de sécurité de la VTL, des menaces qui étaient, je pense, à leur départ, des menaces qui ont été probablement relativement efficaces. D'ailleurs, moi, je me rappelle très bien, j'étais un étudiant à l'Université de Sherbrooke, là. Moi, j'ai fait mon droit à l'Université de Sherbrooke. Je me rappelle que pendant la campagne électorale, là, moi, je militais, puis j'étais étudiant, puis je travaillais, faisais du porte-à-porte dans Sherbrooke, là, pour l'élection du Parti québécois. Je me rappelle d'avoir reçu une brochure qui était tout en noir, là, la couleur noire, puis c'était justement, si vous lisez le Parti québécois, là, il y aura peut-être des problèmes avec vos pensions, là. Puis c'était pas si vous votez oui, on n'était pas encore rendu là. C'était juste avant l'élection. Alors, ce serait intéressant de voir si aux élections de 70, de 73, ça avait été le cas aussi. J'ai pas trouvé de référence assez explicite à des menaces de cette nature-là, qui étaient peut-être pas nécessaires parce que le Parti québécois naissait, puis on ne s'attendait pas à ce qu'il soit élu en 70, en 73, lors des 2 premières élections auxquelles le Parti québécois a présenté des candidats. Mais en 76, on sentait peut-être les choses chauffées, là, peut-être arriver. En même temps, j'imagine que beaucoup d'entre vous, comme moi, on était surpris de l'élection du Parti québécois, avec ses 76 députés. C'était comme un miracle qui s'était produit. C'était tellement émouvant là, de voir, en plus, M. Lévesque au Centre Paul Sauvé nous dire qu'il était très fier d'être québécois. Là. Mais pendant la campagne, déjà, je me rappelle, moi, j'aurais dû le garder. Je n'ai pas trouvé d'image sur la toile, là, c'est quand même 76, qui avait déjà cette volonté d'influencer le vote dans une élection générale qui permettrait au Parti québécois de devenir le gouvernement, ou en tout cas d'avoir une majorité de députés au Parlement qui lui permettrait de gouverner, puis d'initier un processus référendaire visant à faire accéder le Québec à la souveraineté. Puis c'est ce qui était prévu en 1976. M. Lévesque avait promis de faire un référendum sur la souveraineté, une promesse qu'il a tenue. Alors donc, tu sais, ça commence déjà en 1976. Puis là, je vous parlerai, donc dans une première partie, de ce qui s'est passé au premier référendum et au deuxième. Alors, le premier référendum, ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y a pas eu beaucoup d'informations ou de propositions qui ont été faites par le gouvernement de René Lévesque sur cette question-là. Tu sais, le Parti québécois a bien gouverné pendant les 3 premières années. Vous vous rappelez de toutes les lois formidables qui ont été adoptées sur le financement électoral, sur le territoire agricole, tu sais, la charte de la langue française de Camille Lorrain. Tu sais, une des
un des plus grands moments, je pense, dans l'histoire du Québec, au plan législatif, au plan des lois de toute nature, économique, sociale, culturelle, des grandes politiques de développement culturel que M. Lorrain avait fait avec M. Rocher, Guy Rocher aussi. Alors donc, mais la préparation référendaire, là, ça a plutôt tardé. Puis un jour, on a eu, je ne sais pas si vous vous rappelez, le livre blanc, d'égal à égal. Tu sais? Puis je l'ai parcouru, puis il n'y a pas grand-chose sur la continuité des lois et la sécurité de nos pensions de vieillesse. Et c'était surtout la façon dont on allait faire l'association avec le Canada. Ce livre blanc, si on le relit, c'est beaucoup une proposition de souveraineté association avec les institutions communes et tout ça. Alors donc, nous, on était sur ce terrain-là. On n'était peut-être pas dans le concret, là, dans les choses plus concrètes près des gens. Puis là, nos adversaires, ils en ont profité, eux autres, pas à peu près. Puis là, ils ont commencé à en parler des pensions de sécurité de vieillesse. Et attendez, puis qu'est-ce que je veux retenir de cette période-là, sinon que de vous mentionner que on en a parlé constamment pendant la campagne référendaire qui s'est terminée le 20 mai 1980, vous vous rappelez, et que non seulement on en a parlé dans le camp du non, qui était dirigé par Pierre-Éliott Trudeau, en définitive, quand on y pense, même si c'était Claude Ryan, le chef officiel du non. Alors, on en a vraiment parlé beaucoup, et on a même utilisé le gouvernement du Canada. Parce que pendant la campagne référendaire, le gouvernement du Canada a fait des publicités disant « Oui, vous avez des belles prestations de sécurité de vieillesse, c'est le Canada qui vous donne ça, puis c'est important de le reconnaître et tout ça. » Ils n'allaient pas jusqu'à écrire « Vous allez la perdre là, si vous votez oui le 20 mai 80 », mais on pouvait comprendre que c'était ça. Mais c'est de la publicité payée par le gouvernement du Canada, et massive, et qui a peut-être effectivement influencé. C'est peut-être pas aussi massif que ce qui est arrivé en 95, là, les tricheries totales, là, avec le fameux Love-in du 27 octobre ou du 28 octobre. Là. Je vous en parlerai tout à l'heure de mon expérience de ce Love-in. Là. Mais alors donc, en 80... on a beaucoup mis l'accent là-dessus. Puis, est-ce que ça a eu un impact sur le résultat? Je ne le sais pas. On ne saura jamais le mesurer, l'impact sur le résultat, bien qu'on constate, puis vous verrez que c'est un peu la même chose en 95. La catégorie de 55 ans et plus a voté beaucoup plus pour le non que les autres catégories d'âge. Alors, donc, est-ce qu'on peut penser que ça a eu un impact sur les gens que d'avoir menacé de ne pas payer ou de dire que, ah oui, on disait ça, vous allez être pauvre, le Québec va être pauvre. On disait ça, on affirmait ça pendant la campagne référendaire de 80, vous allez vous appauvrir. On avait beau dire qu'on serait, puis comme on le serait maintenant, un des 20 pays les plus riches du monde, là, quand on examine le produit national brut ou le produit intérieur brut. Non, on disait qu'on serait pauvre, et donc on n'aurait pas les moyens nous-mêmes d'assumer les prestations de sécurité de vieillesse. Mais on avait déjà un régime des rentes là, à l'époque. Là, on l'a depuis les années 60, le régime des rentes. Mais en tout cas, on ne saura jamais mesurer ça. Mais je crois que ça a eu un certain impact, cette menace de nous priver de prestations de sécurité de vieillesse. C'est peut-être ça qui explique qu'en 1995, en préparation du référendum, alors donc, je l'ai évoqué tout à l'heure, quand M. Parizeau prend les rênes du pouvoir, une des premières choses qu'il fait, c'est qu'il
il dépose à l'Assemblée nationale l'avant-projet de loi sur la souveraineté du Québec. Je ne sais pas si vous vous rappelez, moi j'écoutais ça à la télé en direct, c'était solennel, M. Parizeau qui se lève devant son banc, là, puis Daniel Johnson devant lui, là, puis là, il dépose l'avant-projet de loi sur la souveraineté du Québec qui est pas une constitution, qui est une espèce de loi transitoire, qui prévoit ce qui va se passer si on vote oui. On ne savait pas que ce serait le 30 octobre, là, mais ça a été le 30 octobre. Qu'est-ce qui se passerait dans toutes sortes de domaines? Et précisément sur la question des lois puis des prestations de sécurité de vieillesse. Alors, je vais vous montrer, c'est l'article 10 et 11. Je les ai mis, puis je vais vous les lire. Ça, c'est les articles, attendez, 10 et 11. Oui, j'essaie. Attendez. Oui, regardez. Alors, donc, l'avant-projet de loi sur la souveraineté est rédigé dans son article 10 comme celui-ci. Les lois adoptées par le Parlement du Canada qui s'appliquent au Québec au moment de l'entrée en vigueur de l'article 1. L'article 1, c'était le plus bel article. Le Québec est un pays souverain. Comme ça que c'était court, mais c'était ça l'article 1. Le Québec est un pays souverain. Alors, en vigueur, l'article 1, de même que les règlements qui en découlent restent en vigueur jusqu'à ce qu'elles soient modifiées ou abrogées par l'Assemblée nationale. Alors, qu'est-ce que ça voulait dire précisément? C'est qu'il y a beaucoup de lois fédérales qui auraient continué de s'appliquer au lendemain de l'accession à la souveraineté, y compris la loi sur la sécurité de la vieillesse. Il y a une loi fédérale importante qui a été adoptée il y a très longtemps, qui est maintenue maintenant. Donc, cette loi-là, elle aurait été continuée d'être en vigueur jusqu'à ce qu'elle soit modifiée ou abrogée par l'Assemblée nationale. Donc, on garantissait que cette loi qui octroie des prestations continue d'être en vigueur. Mais on précisait dans l'article 11, les pensions et suppléments payables aux personnes âgées continuent d'être payés par le gouvernement suivant les mêmes barèmes et conditions. Donc, on était encore plus précis, vous allez voir peut-être pas assez selon certains, en disant et en essayant de rassurer les personnes qui allaient voter, que leurs pensions et suppléments continueraient d'être payés par le gouvernement selon les barèmes et conditions. Ah, bien, vous voyez, là, c'est intéressant parce que là, on a commencé à discuter de cet avant-projet de loi sur la souveraineté. Je ne sais pas si vous vous rappelez, on avait institué des commissions sur l'avenir du Québec. Il y avait des commissions dans chaque région. Il y avait une commission itinérante, puis il y avait une commission sur les jeunes, il y avait une commission des aînés, puis il y avait une commission nationale qui, à la fin, allait examiner les rapports qui avaient été faits par l'ensemble des commissions. Moi, j'ai eu le privilège, d'ailleurs, de siéger sur la commission nationale où j'y représentais Lucien Bouchard. Moi, j'étais à l'époque président de la commission politique du Bloc québécois, puis M. Bouchard, qui était en campagne, m'avait demandé de travailler ou d'aller siéger sur la commission nationale. Alors donc, les commissions siègent, ils examinent tous ces articles, il y a des témoignages, il y a 50 000 personnes qui témoignent et qui font des propositions, proposent d'amender les articles, rédigent le préambule. Et alors, on avait appelé ça d'ailleurs l'hiver de la parole. On avait trouvé cette belle expression. Ça, c'est en 1995, entre janvier et je pense que c'était mai, janvier et mai, où il y a ces consultations très larges par ces diverses commissions et où finalement on fait des propositions. Puis, ces propositions-là, finalement, donnent lieu à des changements, ou en tout cas, ces deux articles-là deviennent les articles 18 et vous allez voir 19
d'un projet de loi qui va s'appeler « Loi sur l'avenir du Québec », projet de loi numéro 1. Il y en a un là maintenant, projet de loi numéro 1 sur la Constitution du Québec. On pourra en parler aussi si vous voulez. Mais donc, ce projet, c'est un projet de loi, là. C'est un projet de loi. Il est aussi déposé par monsieur... Il est déposé par M. Parizeau aussi. Et on tient compte de certaines suggestions qui ont été faites par des personnes qui ont témoigné, puis notamment ce spécialiste, professeur Dominique Herpicum, là, je ne le connais pas, là, il était professeur retraité de l'Université à Montréal à l'époque, puis qui avait suggéré qu'il y avait un peu d'incertitude dans le libellé des articles. Et la Commission des aînés a aussi fait ça. Dans son rapport, elle a dit qu'il y a des choses qui ne sont pas assez claires. Alors, il y a eu des légères modifications aux articles 18 et 19. Et, par exemple, on a très clairement dit, payé par le gouvernement du Québec. Il faut rassurer d'autres personnes, là, parce qu'il y a d'autres prestations qui sont données par le gouvernement du Canada. Alors, on dit « assure la continuité des programmes d'assurance chômage, de prestations fiscales pour enfants, ainsi que le versement des autres prestations effectuées par le gouvernement du Canada aux personnes physiques domiciliées au Québec à la date de l'accession de la souveraineté. » Puis là, sur les pensions et suppléments payables aux personnes âgées et aux anciens combattants. On les avait oubliés, les anciens combattants. On l'a ajouté. C'est ce que le rapport de la Commission des aînés proposait. Continue d'être payé par le gouvernement du Québec. Là, on fait cette précision suivant les mêmes barèmes et conditions. Alors, c'est intéressant parce qu'on voit bien que c'est pas parfait là, quand on fait un projet de loi, même s'il y a des gens qui ont pensé, puis il y a des juristes, il y a le comité de la législation. Alors, mais là, on corrige ça, puis c'est donc ce sur quoi on vote d'une certaine façon. Parce que si vous vous rappelez, la question de 1995 faisait allusion ou mentionnait le projet de loi numéro 1. Il mentionnait aussi l'entente PQ, BQ, ADQ sur le partenariat aussi, l'entente du 12 juin. Alors donc, si les Québécois votaient oui, et à la question qui est posée, ils votaient d'une certaine façon pour approuver ce projet de loi numéro 1 qui serait présenté à l'Assemblée nationale dans les jours qui suivraient le 30 octobre s'il y avait un oui. D'ailleurs, j'ai découvert récemment, moi c'est intéressant, j'ai fait des recherches là, qui m'ont amené à découvrir qu'il y avait un projet de loi numéro 1 qui était là, puis qui aurait suivi le cours du processus pour être adopté. Là. Puis il y avait un projet de loi numéro 2 qui était prévu et qui déclarait la souveraineté. Mais on se posait la question, est-ce qu'on va faire un projet de loi ou est-ce qu'on va faire une motion pour pas que le projet de loi numéro 2 soit contesté par les tribunaux, devant les tribunaux, par le gouvernement du Canada? Mais ceci étant dit, bon, on a voté. Puis on a voté oui, finalement. Hein? C'est pour ça qu'on on veut peut-être hésiter. Mais alors, moi, ce que je me suis demandé, c'est est-ce que c'est... Puis, ah oui, je voulais vous mentionner, là, puis ça a passé un peu inaperçu. Là, puis heureusement, récemment, j'ai retrouvé ce livre-là. Où est-ce qu'il est mon livre? Le cœur à l'ouvrage. Est-ce qu'il y en a qui se rappelle de ça? De ce document-là? Le cœur à l'ouvrage. C'est un document qui a été publié à la toute fin de la campagne référendaire. Et son auteur est nul autre que Jean-François Lisée. Parce que Jean-François Lisée, c'était comme le conseiller principal de Parizeau là, sur toutes ces questions-là. Puis à un moment donné, c'est intéressant parce que Jean-François, probablement, il nous le dirait, il nous le conférerait s'il était ici. On s'est dit, on n'a peut-être même pas parlé assez du projet de société, de ce que serait un Québec souverain. On a parlé de la transition, on a fait
un avant-projet de loi, une loi, c'est très juridique. Alors, il avait rassemblé dans ce document-là toutes sortes de choses là, qui concernaient, bon, qu'est-ce que ça pourrait être le Québec? Quelle sorte de société ça pourrait être au plan économique, social et culturel? Puis, il y a un petit bout là-dedans sur les pensions de vieillesse, puis il a dit, regarde, nous, là, on s'engage à ce que les pensions de vieillesse, on va les payer, puis on va gérer ça avec un système qui existe déjà pour notre régime des rentes. Ce ne sera pas compliqué parce que on va juste recevoir de l'argent qu'on paye à Ottawa, puis on va faire administrer ça par le régime des rentes. Paul Phoenix. Ces pensions de vieillesse dont vous parlez, puis Oui. différentes prestations là, dont vous avez parlé, ce n'est pas un cadeau du Canada. Le Québec paie pour ça. 12,7 milliards de dollars par année l'année dernière. Vous allez voir. Quand même, c'est notre argent, là. Tu sais, regarde, il faut, et ça va être plus, là. Si vous permettez, on va laisser finir Ouais. la conférence. On posera des questions. Oui, puis je suis là, j'ai beaucoup de temps. Si vous voulez prendre tout l'après-midi, je vais être avec vous tout l'après-midi pour répondre à vos questions puis débattre de la suite des choses. Alors, donc, en 95, est-ce que ça a un impact? Bien, j'ai le sentiment que ça a moins d'impact. Ça a moins d'impact. J'ai l'impression que, tout en n'étant pas totalement immunisé contre cet argument, que vous n'aurez pas vos pensions de vieillesse, parce qu'ils l'ont fait encore pendant la campagne référendaire d'octobre 95, on constate que lorsqu'il s'agit des votes, là, du vote, c'est vrai, vous savez que quand on a fait des évaluations du vote référendaire par catégorie d'âge en 1995, puis, en même temps, il faut toujours être fier de ça. Là, hein? Moi, je suis tellement fier de ça, je le dis sur tous les toits. Hey, 94,52% des gens qui votent, là, c'est du jamais vu, ça, dans le monde démocratique. Du jamais vu. Puis moi, j'aime raconter l'histoire. Moi, M. Bouchard m'avait envoyé dans des bureaux de scrutin pendant la journée du 30 octobre pour vérifier si le monde votait, puis si c'était correct, puis s'il n'y avait pas de fraude et tout ça. Puis dans un bureau de scrutin, à 6 heures le soir, j'arrive, il n'y avait personne. Il n'y avait personne qui attendait en ligne devant le bureau de scrutin. J'entre, il n'y avait personne. Il n'y avait personne, il y avait juste des greffiers puis des scrutateurs là, devant leur boîte. Là. Puis là, je leur dis, qu'est-ce qui se passe? Voyons donc. Et là, ils montent collectivement leurs feuilles en disant, tout le monde a voté. 100%. 100% des gens avaient voté. Puis là, 100% des personnes inscrites avaient voté. Puis ça se comprend parce que quand tu étais à 94, il y en a qui ont voté à 100, puis il y en a qui ont voté à 90, puis la moyenne, c'est 94. Alors ça, c'est quand même quelque chose d'assez extraordinaire qu'on s'est senti tellement interpellé par cette question qu'on ait voulu voter. Puis c'est vrai que ça interpellait autant les gens qui votaient oui, qui votaient non, là, mais quand même, moi, je pense qu'on doit donner ça comme exemple de l'idée que le référendum, c'est correct, puis ça mobilise les gens, puis c'est une bonne idée que le peuple soit consulté directement sur une question aussi importante que son statut politique. Alors, cela étant dit, quand on fait quand on examine comment les gens ont voté, alors, les 18 à 35 ans avaient voté à 60% pour le oui. 60%. Les 35 à 55, c'était une légère tendance pour le non. Alors, on n'a pas de chiffre très précis, mais ça doit être entre 45 et 50. Puis, les 55 et plus, on calculait que c'était entre 60 et 70% qui avaient voté pour le non. Question qui était évoquée, vous n'aurez pas d'accord de libre-échange. C'est fini le libre-échange, vous êtes obligé de négocier ça. Vous ne pourrez pas faire partie de l'ONU, de l'OTAN, comme on vous le propose, parce qu'il faut être admis, puis le Canada va être contre, puis peut-être les États-Unis vont être contre. Alors, il y avait plein d'arguments. Mais je suppose qu'il y avait probablement encore là un léger impact, probablement moins qu'en 80, les chiffres le laissent entendre, mais que ça a peut-être encore eu
un impact. On n'était pas encore totalement immunisé. Alors, qu'est-ce qui arrive maintenant? Tu sais, moi, je me suis dit, bon, ben, je vais m'intéresser à ce qui se passe maintenant. Pour le futur. Et oui, puis pour le futur. Alors donc, c'est bloqué parce que j'ai des petites vidéos à vous montrer aussi. Attendez. Bon, alors, je vais résumer ça. Tiens, Alexandre, viens-tu là? J'ai peut-être besoin de ton aide, Alexandre. Il est parti? Il est dans la salle en arrière. C'est parce que j'ai aussi je vais vous faire entendre des peux-tu le... Ah, qui n'est pas... Alors, je vais commencer jusqu'à temps qu'on règle ça. Alors, donc, disons depuis 1995, tu sais, on abandonne un peu le projet. On aurait pu ne pas l'abandonner. Hein? Oui. On aurait pu ne pas l'abandonner. Puis vous savez que M. Parizeau, vers la fin de sa vie, moi j'ai eu des belles discussions avec Jacques Parizeau, là. Il m'a dit, puis il l'a dit aussi, il a écrit que s'il avait su ce qui passait après, là, il n'aurait pas démissionné. Parce que là, on était sur un élan, là. Puis dans les mois qui ont suivi le référendum de 1995, on était à 55 %. Puis là, le prétexte, on n'avait pas le droit de faire un deuxième référendum dans un mandat, parce que la loi sur la consultation populaire le prévoit, mais ça change, soit là. Ou si on gagne l'élection après, si on peut recommencer, c'est ce qui est arrivé. On a gagné quand même l'élection suivante, mais M. Bouchard ne voulait pas. Mais, en tout cas, la dernière chose, c'est récent, c'est dans le nouveau livre sur les finances d'un Québec indépendant. Vous vous rappelez que Paul Saint-Pierre Plamondon et le Parti québécois, en 2023, ils ont publié un ouvrage, le fameux budget de l'an 1 encore, c'est comme le troisième, celui de M. Parizeau, celui de François Legault, puis là maintenant on a celui de Paul Saint-Pierre Plamondon qui avait travaillé avec une équipe d'économistes chevronnés, dont Nicolas Marceau, l'ancien ministre des Finances du gouvernement Marois, et avait fait avaliser ça par un nombre assez impressionnant d'économistes, là, tout son budget. Et quand on examine de façon très détaillée, ben ce projet, ce budget, il y a des données très, très précises là, sur ce qu'on va faire encore, là, dans un Québec souverain, lorsque le Parti québécois sera élu, puis après un référendum. Alors, donc, dans le document, il y a des données. Puis là, c'est 80 milliards qu'on récupère. C'est plus 50, là, c'est 80 qu'on récupère. Et dans ce document, on a des lignes budgétaires très précises qui prévoient que non seulement on va maintenir les pensions de sécurité de vieillesse payées par Ottawa avec notre argent, mais qu'on va bonifier. Ça, c'est intéressant. Ça, c'est intéressant. Parce que là, nos adversaires, qu'est-ce qu'ils vont faire? Qu'est-ce qu'ils vont dire? Ils vont dire « Oh, vous êtes trop pauvres pour bonifier », parce que la proposition du Parti québécois, on va la voir probablement dans la campagne ou après la campagne. C'est dans le projet national, d'ailleurs, qui a été adopté, entériné il y a quelques jours, là, à Saint-Hyacinthe, qu'on va... Ça, il n'y a pas encore de chapitre du Livre bleu sur la sécurité de vieillesse. Mais je devine que ça s'en vient, que c'est probablement un des prochains chapitres. On le décline de façon progressive. Hein. Vous savez que le Livre bleu, ça a commencé avec les relations internationales, ensuite la monnaie, la citoyenneté. L'immigration, là? L'immigration, il n'y a pas encore un sur l'immigration précisément. C'est sur la citoyenneté, mais il y a peut-être quelque chose sur l'immigration qui s'en vient. Mais sur les sécurités de vieillesse, il y a vraisemblablement un chapitre qui va venir avant même l'élection pour rassurer les gens. Puis là, l'idée, c'est même de bonifier, de dire non seulement vous allez avoir vos pensions, mais nous, on va la bonifier d'une moyenne de 800 $ par année. Et c'est prévu, c'est intégré dans le budget. Puis au moment où on se parle,
Moi, je pourrais aller dans mon téléphone, là, parce que je reçois, moi, la pension de sécurité de vieillesse. Moi, je ne sais pas trop, c'est 700 quelque chose, là. Puis, mais la moyenne, ce serait 800, parce qu'au moment où on se parle, c'est entre... ça part à 716, puis ça va jusqu'à 816, je pense, le versement mensuel d'une pension de vieillesse du Canada. Alors là, donc, on dit qu'on la bonifiera, et peut-être que ce sera une façon de non seulement diminuer les craintes, mais dire, hey, en fait, c'est une bonne idée pour d'avoir un pays parce que, tu sais, non seulement on va les maintenir, mais ils vont être bonifiés, nos pensions de sécurité de vieillesse, parce que les aînés, ça compte. Puis les aînés sont dans beaucoup de cas dans une position très vulnérable au plan financier, surtout maintenant avec l'augmentation du coût de la vie, du panier d'épicerie et tout ça. Alors, je pense que c'est assez intelligent de voir ça d'une façon même positive, de ne pas être sur la défensive lorsqu'il s'agit de la sécurité, de la vieillesse à travers des prestations. Alors, je termine en vous disant que, bon, alors là, le dernier sondage, c'est pas le meilleur, là, parce qu'on a eu des meilleurs à la fin de l'année. L'année dernière, la souveraineté était à 39. Là, elle est à 32 %. Le dernier sondage léger. Puis regardez, les catégories d'âge, c'est assez intéressant ce qui se passe. On est à peu près à égalité, là. 18-34, 35 voteraient oui, 35-54, 31, puis 55 et plus, 31. Alors, donc, ils ne votent pas moins pour l'indépendance si on avait un référendum que les 35-50, un peu moins que les jeunes. Alors, Camille doit être contente parce qu'on est à 35, puis on a déjà été plus, puis on est descendu un peu moins, puis là, on monte à 35. Et là, donc, tu sais, c'est sûr que cette catégorie d'âge, il faut trouver des moyens de la convaincre. Puis la question des pensions, ça va être important, mais il y en aura d'autres questions. Alors, donc, vous regarderez ça. Ça va évoluer beaucoup, je pense, dans les prochaines semaines, les prochains mois, d'ici la campagne électorale. Mais je termine en vous disant que moi, là, j'espère que vous êtes comme ça. Moi, je suis optimiste. Moi, j'ai toujours été convaincu qu'on en ferait un pays. Puis que dans l'histoire humaine, puis dans l'histoire du Québec, le jeune Québec de 400 ans à peu près, ou un peu plus, bien, c'est peut-être que ça prend un peu plus de temps qu'on le voudrait. Tu sais, que quelque part, tu sais, on progresse vers l'indépendance de 40 à 49 ou 50. La prochaine fois va être la bonne. Moi, je suis convaincu que la prochaine fois va être la bonne. Pourquoi? Parce que si le PQ est élu, puis il faut que ça réussisse, ou si le PQ peut former un gouvernement avec un autre parti politique, Québec solidaire, qui est indépendantiste, jusqu'à nouvel ordre, là, on a une possibilité d'initier un processus référendaire où on va faire encore davantage, avec davantage de moyens, avec toutes les générations. Vous imaginez, là, maintenant, il y a une intelligence commune, là, de plusieurs générations d'indépendantistes, tous aussi comme compétents et brillants les uns que les autres, qui vont nous amener vers un référendum où ça va devenir un enjeu qui va mobiliser encore la population, qui va nous amener à dire et répéter, mais avec encore plus de preuves, que le Canada est irréformable, qu'on n'aura jamais plus d'autonomie dans le Canada au plan économique, social et culturel. Puis la solution, s'il y en a qui veulent qu'on soit plus autonome, c'est l'indépendance. Alors, donc, moi, je suis très optimiste. Je vois le verre à moitié plein. Tu sais, même, les gens disent des fois à moitié plein, à moitié vide, mais vous savez qu'un verre est jamais vide. Il y a de l'oxygène dedans quand il est vide. Alors donc, moi, je suis optimiste. On a beaucoup de travail à faire. On a des gens à convaincre, on a nos familles, nos amis, des jeunes, des moins jeunes à convaincre, comme M. Parizeau. Rappelez-vous, M. Parizeau, dans la dernière semaine de la campagne, il avait fait cette opération, comment il avait appelé ça? Il avait donné un nom où il fallait convaincre son frère, sa sœur, sa mère, puis ça a marché. En tout cas, moi, on l'ai convaincu pas mal, là, dans la dernière semaine. Alors donc, moi, je suis optimiste, puis je pense qu'on peut réussir ce grand projet qui est de donner au Québec
un pays. Alors, merci. Et j'ai tout l'après-midi. La situation n'est plus la même. Maintenant, on a un épée de Damoclès sur la tête avec M. Trump. Et c'est la peur que les gens ont, peut-être plus que le fonds de pension maintenant. C'est quoi vos... Je sais qu'on ne sait pas qu'est-ce qui se passe, mais qu'est-ce que vous répondez à ça? C'est difficile, hein, parce que j'ai su par mon ami Éric Ouellet, je ne sais pas s'il y en a qui connaissent Éric, là, qui est l'avocat, là, qui milite beaucoup au Parti québécois, dans Mercier, puis il est allé faire du porte-à-porte en fin de semaine à Chicoutimi avec René-Claude Lafontaine, sa conjointe, et ils ont entendu ça beaucoup. Ils ont entendu ça beaucoup. Mais là, regarde, j'ai pas le temps de faire ça, il y a Trump, puis... Écoutez, la seule réponse à ça, à mon avis, c'est notre avenir, là, il est entre nos mains et pas dans celui de Donald Trump. Puis Donald Trump, là, il sera peut-être pas là pour l'éternité, puis dans quelques mois, il va peut-être perdre son contrôle sur une chambre du Congrès, peut-être les deux, puis il ne peut plus rien faire pour nuire à personne, ni au Canada, ni au Québec. Alors, je pense que c'est aussi simple que ça, parce qu'on ne doit pas rentrer dans son jeu qu'il va être contre l'indépendance, ou qui sait, il sera peut-être pour. Il va peut-être être pour, là, puis il va vouloir démanteler le Canada, puis l'Alberta, ça va être les premiers, le Québec le deuxième, puis tu sais, ça va tout tomber comme des dominos. Alors, donc, notre avenir nous appartient, puis les États-Unis, puis Donald Trump, ils n'ont pas un mot à dire là-dedans. On est un peuple, on a le droit de disposer de nous-mêmes, on a le droit à l'autodétermination, ça nous appartient. On a déjà eu l'occasion de s'autodéterminer par 3 référendums. Il ne faut pas oublier celui de Charlottetown. Hein? Celui de Charlottetown, on a dit non. Mais on a dit non à une réforme constitutionnelle qui ne faisait pas notre affaire, là, parce que ça n'avait pas de bon sens. Tu sais. Et donc, c'est ça. Je pense qu'on doit être le plus simple possible en disant que l'avenir nous appartient. Ça ressemble à une chanson, une très belle chanson, qui avait été composée à une époque, là, pour la première élection québécoise, je pense. Demain nous appartient. Et je pense qu'à la peur, parce que c'est la peur dont vous parlez aussi quand vous parlez des pensions, c'est l'espoir qu'il faut garder. Ouais. L'espoir qu'on trouve dans la solidarité. C'est pour ça les têtes blanches, là. On veut être ensemble, être solidaires. Puis garder l'espoir, parce qu'il n'y a pas d'espoir, là. En bas, ils vont prendre notre carte américaine s'ils nous la donnent. Non, mais il faut vraiment avoir espoir qu'on peut changer les choses. Ah oui. Voilà. Puis on a été capable de changer beaucoup de choses au Québec. On a fait un pays qui fait l'envie du monde entier. Là, je sais pas, moi je suis assez, il y en a qui le savent, moi je suis quelqu'un pour qui la culture est importante. Et puis nos artistes, puis l'opéra. Moi, ma passion, c'est l'opéra. Et si vous saviez, le Québec, là, dans le monde lyrique là, international, là, c'est Marie-Nicole Lemieux, qui est comme une vedette mondiale, Karina Gauvin, Robert Lepage, François Girard, Yannick Dessay-Séguin, qui est le directeur musical de la plus importante compagnie d'opéra au monde, à New York. Là. Regarde, on a réussi beaucoup de choses, il y a beaucoup de personnes, puis ça, c'est juste l'opéra, là, c'est juste, puis tout le reste. Puis là, on vient de gagner une médaille d'argent, là. Le Québec, là. Ce matin, là, l'équipe, il y a 3 Québécois sur 4 dans cette équipe-là qui ont gagné la médaille d'argent. Hein? Puis on a aussi notre première médaille de bronze là, qu'on a gagnée. Madame Maltais. Ben, moi, j'aime ça. Vous savez que quand il y a des Jeux olympiques, moi, je fais un palmarès, là. Puis il y a un petit drapeau du Québec, là. Puis le nombre de médailles qu'on a gagnées, le Québec. Puis je les soustrais des médailles du Canada, là, bien sûr. Puis des fois, on en gagne plus que le Canada aux Jeux d'hiver. Là. Tu sais, regarde, moi, j'ai hâte là, qu'on ait notre comité national olympique puis qu'on puisse figurer au tableau des médailles officiellement.